Bonjour très chers internautes, c'est encore votre humble serviteur. Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes toujours là dans le cadre de votre émission La jeunesse face à la politique. Aujourd'hui, nous allons précis pour la personne que vous avez beaucoup demandé puisse revenir par rapport à ces dernières interventions qu'il avait fait dans notre chaîne. Sans plus tarder, vous tous, vous savez, les situations ou les problèmes qui sont en train de provoquer du bruit au sein du territoire national. Et aujourd'hui, avec notre compatriote, nous allons essayer un peu de développer quelques questions concernant le dossier de Antonio, sans pour autant oublier le dossier de Joseph Kabila et quelques questions qui enflamment l'actualité. Bonjour, monsieur David. Bonjour, monsieur Brass. Nous sommes très contents de vous recevoir encore aujourd'hui. Et pour ne pas vous flatter, c'est beaucoup plus à la demande du public par rapport à votre dernière intervention. Et moi, je n'aime pas beaucoup plus présenter les gens par rapport à leur casquette. J'ai été informé que M. David Diakoubanza a été nommé dans un parti politique et je ne citerai pas le nom pour que lui-même puisse nous expliquer comment ça a été sa nomination. M. David Diakoubanza, à vous. Merci beaucoup, estimé M. Glass, pour le droit de la parole avant tout examen de fond. Je suis très ému d'être encore une fois au sein de votre plateau. Merci pour cette considération que vous nous donnez. Je pense que cette question que vous venez de nous poser, certes vrai, on a été nommé sectionnaire au sein du parti politique Génération 4 sous l'approbation de son secrétariat général, le monsieur Nono Buffet Bénédicte, avec notre président interfédéral, M. Ousmane, signature avec le secrétariat général. Ils nous ont donné cette forte responsabilité pour chercher tant soit peu, apporter une perspective au sein du parti dans la commune de Londres. C'est là où nous sommes nommés comme sectionnaires. M. David a été nommé comme sectionnaire au niveau du parti Génération 4 Maloukou, vous-même vous avez entendu. Mais avant qu'on puisse entamer notre sujet, nous voulons élaborer quelques questions concernant les partis politiques, quelques questions internes par rapport à votre vision politique, pourquoi vous êtes adhéré au niveau du parti politique G4 et quelle est votre vision politique, qu'est-ce que vous pensez apporter au niveau de ces partis politiques? Bon, je pense que l'objectif de chaque parti politique, l'objectif final, que soit le but poursuivi de chaque parti politique, ça a toujours été l'ambition d'acquérir le pouvoir, d'accéder au pouvoir à la tête du pays et le conserver pendant le temps possible. Je pense par là aussi l'idéologie du parti Génération 4. Nous avons l'idéologie du parti qui est énorme. Donc, le parti Génération 4, la première des choses, il prime sur l'unité nationale. Et je pense que vous avez vous-même vu, on a le logo du parti, et ainsi de suite. Vous avez vu les emblèmes du parti. Vous allez voir que les 4 R nationales sont représentées. Vous allez voir Mouba, Ngala, Congo, Moussouaï, ainsi de suite. Tous les 4 R nationales sont représentés. Cela veut dire que la génération 4 prêche sur l'unité nationale. La génération 4 prêche sur l'unité de l'ensemble de la République démocratique. Je pense que vous êtes sans ignorer, vous êtes un journaliste par investigation. Vous voyez ce qui se passe au sein de notre pays. Il y a des guerres par-ci par-là, il y a le tribalisme passe en plein, le tribalisme a atteint son apogée au sein de notre société. Les uns disent que nous sommes des, parce que nous sommes des Swahili, ils se réunissent entre eux pour combattre le pays, et ainsi de suite. C'est aujourd'hui de voir un Moulouk à soutenir
un mouvement sur le plan politique parce que la guerre tribale commence à prôner à son processus. Certainement. Donc voilà pourquoi la génération 4 est venue dans la scène politique congolaise pour en bannir ces mauvaises choses. Le tribalisme bat son plein, comme vous venez de le dire. Le tribalisme a atteint son apogée. Alors la génération 4 vient pour unifier le pays. Ngala, Mukongo, Moluba, Moussouaï, Moko, Moko. C'est ça le combat que la génération 4 est venue pour à la scène politique congolaise. Vous savez, dans chaque société, il y a trois sortes de citoyens. Nous avons la première catégorie dans cette échelle de la pyramide. Nous avons les idiots. Et ces idiots-là, ils parlent sur les gens. Ces idiots, ils prennent leur temps pour parler sur les personnes. Ils ne réfléchissent pas dans des questions cruciales qui peut-être engagent le pays, ainsi de suite. Et se focalisent beaucoup plus de parler sur les gens, critiquer, ainsi de suite. L'autre l'a fait, celui-là a pris, l'autre là il a fait, Fali, Ferré, Jubembiana, et ainsi de suite. Vous voyez, ça c'est la première catégorie dans la société. Si vous essayez de monter dans cette pyramide, vous allez trouver la deuxième catégorie des gens qui sont les hommes des tribus. Attention, messieurs, ça encore, c'est plus pur. C'est ce que nous sommes en train de vivre au sein de notre République. C'est-à-dire que cette deuxième catégorie des gens, eux, ce sont des tribalistes, les hommes des tribus. Et ils s'associent qu'avec les gens de leur tribu. Même s'il est chef quelque part, vous allez voir son entourage. Majoritairement, ça doit être les hommes de leur clan. Vous voyez? Et nous avons la troisième catégorie qui sont les citoyens. Les gens qui prônent sur les valeurs, les bases rationnelles démocratiques qui amènent les avancements, donc l'émergence de ces pays. Les gens qui sont quittés dans l'obscurité de l'ombre des vallées de la mort et qui sont au sommet de la pyramide. C'est ce que la génération 4 est venue pour prêcher à la population congolaise, l'unité nationale, de quitter le bas de l'échelle dans les catégories des idiots, dans les catégories des hommes de clan, des hommes de tribus, mais de monter au sommet de la pyramide et prôner sur des bases rationnelles démocratiques. C'est cela l'idée majeure, c'est cela le but poursuivi de la génération 4. Non seulement ça, mais aussi la génération 4, nous sommes là, comme vous m'aviez posé cette question très pertinente de savoir notre apport dans ces partis politiques génération 4. Nous sommes venus au sein de ces partis, c'est parce que premièrement la jeunesse est respectée. Autrefois, nous étions dans un parti politique X dont je tais son nom. Nous étions candidats députés à la législation passée. Donc le parti n'a pas été à notre obédience, la jeunesse n'a pas été considérée, on n'avait pas une considération comme il le fallait au sein de ce parti. A contrario avec la génération 4. Oui? Donc nous sommes là pour chercher à redorer les plaisants permis de la jeunesse. La jeunesse congolaise, c'est une jeunesse actuellement qui est abandonnée. Et nous sommes venus parce que nous sommes jeunes, nous sommes venus combattre avec notre jeunesse et chercher à pallier, chercher à donner la solution dans les problèmes qui opposent la jeunesse. Parlons par exemple dans nos différentes communes, monsieur. Je pense que vous êtes Guinois, vous êtes sans ignorer de ce qui se passe au sein de notre pays. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons un phénomène social qui a vu son jour depuis longtemps au sein de notre société et ce phénomène communément est appelé fou. Nous remarquons partout dans nos rues de jeunes garçons, de jeunes gens qui marchent avec des sacs de contenants de machettes et de bouteilles dont ils se servent d'arracher, de prendre le bien de valeur appartenant à autrui. Et devant cette situation, à un moment donné, la population leur brille vif. Ouais. Donc, nous, quand on réfléchit au socle de cette question, on se sent touché, on se sent préoccupé pour notre population, pour la jeunesse congolaise. Et nous cherchons comment redorer cette maison terminée de la jeunesse.
Donc voilà l'apport majeur que nous sommes venus pour contribuer au sein de notre cher et beau parti Génération 4. Et je voulais encore ouvrir une petite parenthèse. Quand je vous dis que la Génération 4, le parti cher de l'honorable Gaston Fumutiamba, il a cette pensée soucieuse de promouvoir la jeunesse. C'est pourquoi parce que lui-même, d'abord, il est trop jeune. Et notre secrétaire général, vous allez voir, il est aussi très jeune. L'honorable Bénédicte Lolo du fait que le salut à passant, il est trop jeune. Et quand on dit que la génération 4 vient pour combattre le tribalisme, ce n'est pas l'homme qui parle pour parler, mais il vit ça. Il est de X tribu, parce que nous, personnellement, je n'aime pas parler de tribu. Le président national, M. Gaston Fumutiamba, il est de X tribu, mais il va prendre un homme d'un autre tribu pour le mettre comme secrétaire général du parti. Chose qui ne se passe jamais dans plusieurs partis politiques que vous connaissez. Donc voilà, tant soit fait ce que je peux vous expliquer concernant l'idéologie de notre parti, concernant notre très cher beau parti de nation. Mais c'est la fille de Banza, j'ai beaucoup aimé votre intervention en ce qui concerne votre idéologie ainsi que ce que vous pensez apporter au niveau du parti politique Génération 4. Mais avant d'entamer notre sujet, je veux qu'on puisse rester un tout petit peu seulement dans cette histoire de parti. J'ai aimé une phrase que vous venez de sortir pendant votre intervention, que je suis un journaliste d'investigation. Par rapport à mes investigations, j'ai essayé de constater qu'au sein de beaucoup de partis politiques, on ne parle pas politique. Au sein de beaucoup de partis politiques, on envisage que les élections et des éventuels partages du gâteau. Je ne sais pas, est-ce que cette idéologie est aussi l'idéologie qui prône au sein de votre parti politique, la Génération 4, ou vous voyez les choses autrement? Eh bien, écoutez, M. Grasse, je pense que ça, c'est une très belle question. Et ça, j'en appelle à la conscience de la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise, nous devons prendre, le temps est arrivé où la jeunesse congolaise doit prendre les choses en main. Le temps est arrivé où la jeunesse congolaise doit également montrer leur potentialité à la scène politique congolaise. Parce que notre classe politique, nos prédécesseurs, les gens qui nous ont montré ce chemin de la politique, nos prédécesseurs, ils ont lamentablement échoué. C'est ça ce que vous venez de poser comme question. Donc, les politiques de notre pays, comme je l'ai toujours dit, ils font cette politique estomacale. Ils viennent, pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la jeunesse, ils ont besoin de voix électorales, ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils font des descentes dans les différentes communes, ainsi de suite. Avec une politique de la démagogie, ils vous viennent avec des polos, ils vous viennent avec des 1000 francs, ils vous viennent avec des 5000 francs. Enfin, vous, la jeunesse surtout, vous allez prendre vos voix et vous les octroyer. Et quand ils vont prendre des postes stratégiques de la République, dans la gérance de l'Est public, directement, ils ignorent, ils oublient la jeunesse congolaise. Mais le parti politique Génération 4, il est venu pour bannir ce genre de choses. Génération 4 n'est pas un parti politique seulement pour la campagne électorale, ou soit il est là seulement pour faire des chantages, ainsi de suite. Mais non, le parti politique Génération 4, il est venu pour soutenir la population congolaise. Génération 4 est venu pour soutenir beaucoup plus la jeunesse. Voilà pourquoi vous allez voir que beaucoup de postes stratégiques au sein de notre parti, c'est la jeunesse congolaise qui l'occupe. Je pense que vous étiez une fois même au sein de notre parti, vous avez vous-même aussi sous votre yeux. Donc, plupart des postes stratégiques au sein de notre parti, c'est la jeunesse qui l'occupe. Pendant longtemps,
le politicien, tout ce monde, ce que vous voyez, qui sont échoués, l'ancienne classe politique, qui sont lamentablement échoués, ils nous ont pris, nous la jeunesse, comme des tremplins, comme des passerelles. Ils viennent avec une politique de la démagogie, ils s'en servent de nous comme des tremplins, ainsi de suite. Donc, cette façon de voir les choses, nous ne les défendrons jamais au sein de notre parti Génération 4. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'idéologie du parti politique, malgré qu'aujourd'hui, plusieurs personnes comprennent que la politique congolaise est caractérisée par des discours démagogiques pour attirer la popularité. Mais au moins, les discours ou l'intervention de notre frère est vraiment convaincante. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre vif du sujet. Sans ignorer, tout le monde le sait très bien qu'il y a des sujets aujourd'hui qui font tellement de bruit au sein du territoire national. Et nous allons prendre notre premier sujet qui est les dossiers Matata Mponi. Mais c'est David Koudiakoua. Quand ils sont partout au niveau de la ville province de Kinshasa, même au niveau du secteur national, vous allez entendre des débats contradictoires dans des quartiers sous les arbres, qui est les dossiers Matata Mponi, la procédure n'a jamais été respectée. Je ne sais pas quelle est votre intervention par rapport au dire de la population concernant ces dossiers Matata Mponi. Eh ben, merci beaucoup, messieurs les journalistes, merci Longa, pour cette question spéciale, cette question qui enflamme le toile, comme j'aimais trop le parler. Vous savez, à un moment donné, nous devons quand même être sérieux à ce qui concerne la justice au sein de notre pays. Je ne sais pas, le mal avec notre pays, c'est que tout le monde aime être juriste. Tout le monde veut s'interférer dans des questions de la procédure, dans des questions judiciaires. Même ceux-là qui ne sont pas des pratiquants du droit, même ceux-là qui n'ont pas de notions du droit. Vous allez voir des mécaniciens, vous allez voir des médecins, vous allez voir, je ne sais pas moi, tous les autres là, ils veulent s'interférer dans des questions juridiques, dans des questions du droit. Et ils ont une compréhension, je ne sais pas moi, tout à fait erronée dans des questions juridiques, mais ils veulent quand même en parler. Vous savez, le cours de ces tribunaux constitue un gage de la démocratie, un support d'un état de droit. Le cours de ces tribunaux que vous voyez, un support probant, un support majeur d'un état de droit. Raison pour laquelle, ça c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Voilà pourquoi ces cours doivent être respectés, ces cours doivent être bien traités, bien soignés. Ça doit prôner au-dessus même de la politique. Même tous les autres pouvoirs, que ce soit législatif, que ce soit l'exécutif, doivent respecter le pouvoir judiciaire. Parce que c'est un apport majeur d'un état de droit. Même ces animateurs doivent avoir un profil scientifique non douteux. Et ils ne peuvent non plus avoir un passé ou un présent ombragé. Et comme certaines personnes me disent que le président Kamouneta, il est corrompu, il est manipulé par la présidence de la République, et ainsi de suite. Il y a des choses qui se disent, M. Grasse. À un moment donné, je ne sais pas, mais je comprends que c'est de l'illettrisme collectif. Quand vous n'avez pas une connaissance encyclopédique dans une matière donnée, vous devez qu'à vous taire et écouter le praticien, les gens qui sont du domaine, de vous éclairer, ainsi de suite. Quand ou soit on est politicien, ou soit on est juriste. Parce que je vois pas mal même des politiciens, même au niveau de l'Assemblée nationale. Le droit et la politique marchent. Le droit et la politique, il y a, bon, en fait, il y a une, je ne sais pas, il y a une corrélation, bien évidemment, entre le droit et la politique, mais pas tout à fait.
Ça se diffère. La politique, c'est la politique et les droits, c'est les droits. Voilà pourquoi le professeur Njoli Esengeke, que je salue à passant, dans son cours du droit constitutionnel, sur l'objectif du droit constitutionnel, le professeur Njoli Esengeke dit le droit constitutionnel cherche à domestiquer le pouvoir politique. Il cherche à insérer les jeux politiques pour asseoir la constitutionnalisme. Donc, la Constitution, le droit de la République démocratique du Congo doivent avoir une primauté sur la politique, sur toute chose. Parce que c'est la politique, plutôt, voulais-je dire, c'est le droit, c'est la justice qui élève une nation et non la politique qui élève une nation. Vous voyez? Par là, qu'est-ce que vous voulez me dire? Je vais tout simplement dire que les gens qui disent que la procédure n'a pas été respectée, c'est ce qu'on appelle de l'illettrisme collectif. La procédure a été respectée. Je vois certains me disent qu'ils bénéficient des immunités. Mais écoutez, c'est un député national qui est couvert des immunités. Mais attention, il faut faire la différence. Nous avons des immunités absolues et des immunités relatives. Les immunités absolues, je vais être pédagogue au sein de votre émission aujourd'hui pour éclairer la lanterne que la population ou soit certaines personnes en possèdent sur cette question relative de Bata Tamponi. Donc, j'étais tantôt disant que nous avons des immunités absolues et des immunités relatives. Les immunités absolues, ce sont des immunités que bénéficient de diplomates, des ambassadeurs dans le pays où ils sont accrédités. Et ces immunités leur fait échapper à toute poursuite des infractions intentées dans l'exercice de leurs fonctions. Peu importe ils commettaient les infractions, vous ne pouvez pas déclencher l'action judiciaire contre ces derniers. Ils sont couverts par des immunités absolues. Ça les fait échapper, même s'ils ont commis des faits infractionnels, même si tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, on ne peut jamais en aucun cas mettre la main sur eux, parce qu'ils sont bénéficiaires des immunités absolues. Mais le député national, que ce soit tout ce monde que vous connaissez au niveau interne, le sénateur et les autres, ils sont des bénéficiaires des immunités relatives. Et les immunités relatives ne vous font pas vivre dans le paradis judiciaire. Les immunités relatives n'est pas la cause de non-imputabilité. Par définition d'ailleurs, vous devez d'abord comprendre, vous devez avoir une connaissance tant soit peu dans ce qu'il s'agit de ce que c'est les immunités. Les immunités, c'est un privilège. Les immunités, c'est une prérogative que la loi accorde aux parlementaires, que ce soit le sénateur que le député. Je pense que vous êtes sans ignorer qu'au Congo, le Parlement est bicaméral. Donc, c'est une possibilité que la loi leur accorde d'être protégés dans l'exercice de leurs fonctions. Ça le fait échapper pour les infractions intentées dans l'exercice de leurs fonctions. Mais ces immunités n'agissent pas en cas d'une infraction en flagrance. Les immunités n'est pas la cause de non-imputabilité. Ça, vous devez le souligner au préalable. Les immunités n'agissent pas en cas d'une infraction en flagrance. Donc, ils sont protégés par des immunités seulement dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, ça protège leurs fonctions. Par exemple, un député, il se tient à l'Assemblée nationale pendant la plénière, il se met debout pour dire « J'accuse le président de la République d'avoir détourné peut-être, c'est un exemple que je donne, d'avoir détourné peut-être 20 millions de dollars. » Vous voyez, c'est diffamer les chefs de l'État, c'est outrancier les chefs de l'État, c'est parler à mal, c'est vilipender les noms des chefs de l'État. Mais on ne peut pas déclencher l'action judiciaire contre ces derniers. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'exercice de sa fonction. Il est couvert, protégé par des immunités. On ne peut pas déclencher l'action judiciaire contre lui. On ne peut pas mettre la main sur lui
Parce que c'est dans le cadre de l'exercice de sa fonction. C'est ça le rôle que jouent les immunités. Mais quand ces derniers quittent l'Assemblée nationale, ils viennent au niveau de la société pour commettre peut-être les infractions du droit commun. Il va par exemple détourner de l'argent, comme dans le cas de messieurs que nous parlons ici, l'honorable Matata Mpone. Il va peut-être détourner de l'argent ou il va commettre l'infraction de viol. Les immunités ne jouent pas. En cas de cette infraction, c'est une infraction en flagrance. Donc directement, on va mettre la main sur lui. On va déclencher l'action judiciaire contre lui. Parce que l'infraction est bel et bien consommée à son égard. Si je comprends très bien, il n'y a pas de procédure normale à suivre pour la levée des immunités de l'honorable. Ben, écoutez, M. Grasse, vous savez, il y a la procédure à suivre. Le législateur, le constituant, ils ont édicté des normes, des procédures, des règles à suivre. Vous savez, l'enjeu majeur du droit pénal ne réside pas dans l'infraction, moins encore dans la sanction ou la condamnation pénale. La première est commise, la seconde, qui est la sanction, bien évidemment, reste hypothétique. Mais l'enjeu majeur réside dans le procès pénal. Parce que c'est le procès pénal qui conduit du fait au droit. C'est dans le procès pénal qui nous montre s'il y a eu l'existence de l'infraction ou pas. Pourquoi la question qui se pose? Pourquoi même lui, M. Matata Mpone, et ses avocats n'ont pas voulu que le dossier soit examiné au fond? Pourquoi ils se sont restés sur le plan du forme? Pourquoi ils n'ont pas voulu que les dossiers, que les juges statuent, que le juge puisse statuer sur le fond du dossier? Mais moi, pour que, attendez monsieur, je dois éclairer l'opinion. Vous devez me laisser une petite question. Non, vous allez me rendre idiot l'opinion. Je vais agencer les idées ainsi de suite. D'accord. Donc pourquoi ils n'ont pas voulu que le juge, ils n'ont pas donné la latitude au juge de statuer sur le fond du dossier, afin que la population congolaise soit éclairée s'il y a eu l'existence exactement de l'infraction ou pas? Parce que quand tu le dis que la procédure était irrégulière, mais écoutez, la levée des immunités ont été effectuées par le procureur général près de la Cour constitutionnelle. À l'époque où l'honorable Matata Mpone était encore député, il était encore sénateur, le procureur général près de la Cour constitutionnelle avait demandé la levée de ces immunités. Et ces immunités ont été enlevées. Et le dossier a été fixé. Le rôle que joue le ministère public, qui est le défenseur de la société, il agit quand il y a une infraction qui vient pour déranger la société, parce que l'État conclut un pacte implicite avec la société. Lui, le ministère public, comme étant le garant de la société, le représentant de l'exécutif, il vient avec sa mission, il recherche les éléments de preuve, il identifie le co-auteur et l'auteur principal de l'infraction afin de lui déférer devant l'autorité compétente judiciaire. C'est ce qui a été fait. Il a procédé par la demande de levée des immunités et les immunités ont été levées. Il a instruit les dossiers devant le juge compétent. Il a saisi le tribunal par la citation à prévenir et l'affaire a été fixée au niveau de la Cour constitutionnelle. Et quand le procureur général, qui est le magistrat debout, qui est le défenseur de la société, fixe les dossiers, il s'est dessaisi de l'affaire. Ce n'est plus son travail à lui, mais plutôt c'est le travail maintenant du juge de condamner, de chercher exactement s'il y a l'existence de l'infraction. C'est ce qui a été fait. Vous voulez qui d'autre puisse procéder à la demande de lever des immunités? Parce que les immunités de Matata Mpone a été déjà enlevées. Et les dossiers étaient déjà pendants au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous voulez que les immunités soient enlevées combien de fois? Et s'il faut encore procéder à la demande de lever des immunités, qui va le faire? Parce que c'est le procureur général près de la Cour constitutionnelle l'avait déjà entamé. Le dossier a été déjà fixé. Mais le procureur général ne peut jamais entamer la levée des immunités d'un député sans pour autant saisir l'information. Bah, monsieur, écoutez, je ne sais pas comprendre.
le dossier de M. Matata Ponyo, les griefs cas de M. Matata Ponyo au niveau de la justice au sein de notre pays, cette affaire a été déjà pendante. Pendant que ce dernier était sénateur, la demande de levée de ces immunités ont été déjà effectuées. Et les immunités ont été déjà enlevées. Le monsieur a été déjà déféré dans la Cour constitutionnelle. Seulement la Cour constitutionnelle lui avait donné cette opportunité parce qu'il était candidat aux élections présidentielles. Cette mesure lui a été donnée parce qu'il y avait pas mal de demandes supplétoires à la Cour de lui laisser quand même d'être, parce qu'il était candidat député, ainsi de suite. Mais quand les élections sont passées, comme l'affaire a été déjà pendante, la Cour s'est rétractée pour statuer de nouveau sur les dossiers Matata. On ne pouvait pas le faire immédiatement et attendre encore 2 ans pour entamer la procédure en question parce que les élections ont été finies depuis 2023, aujourd'hui on est en 2025. Donc comment est-ce qu'on n'avait pas entamé la procédure directement, mais ils ont attendu 2 ans pour entamer cette procédure. Même si je crois que les procès étaient un peu politisés, comme le disent plusieurs journalistes et c'est ce que je dis, c'est de l'illettrisme collectif. Je le réitère encore une fois de plus, c'est de l'illettrisme, c'est de l'imbécilité. C'est tout simplement de comprendre ça. Je ne pense pas, quand tu le dis que c'est un dossier purement politique. Mais attention, messieurs, nous avons le droit de pouvoir au sein de notre pays. L'exécutif ne peut pas donner des injonctions pour notre pouvoir judiciaire. Je ne pense pas. Et le monsieur comme Kaboul État, il ne peut pas ombrager sa carrière pour un dossier comme ça. Vous devez le mettre en tête que le monsieur Matata Ponyo avec ses avocats, je le dis haut et fort, ils n'ont pas voulu que les dossiers soient examinés au niveau du fond. Pourquoi? Parce qu'ils sont sans ignorer que le monsieur était impliqué dans ces dossiers de Boukamano. Il était impliqué. Plus de 20 millions de dollars, une histoire comme ça. C'est volatilisé. 254. Oui, 254 millions. Vous voyez des histoires comme ça. Mais les maîtres Niabirou avaient essayé d'intervenir parce que nous avons tous pris notre temps de suivre ces procès en long et en large. Le maître Niabirou avait dit qu'en matière de droit, lorsque la forme n'est pas respectée, c'est inutile d'entamer même des fonds. Parce que selon l'éminent professeur et l'avocat de M. Matata Ponyo pendant ce procès, le professeur Niabirou avait dit que la forme n'a pas été respectée, donc c'était même inutile d'entamer les fonds, parce qu'on devait d'abord respecter la forme avant d'arriver au fond. Mais écoutez, messieurs les journalistes, c'est ce que je suis en train de dire. Quelle est la procédure à mettre en place pour juger un député? Je ne sais pas, donc je vais être sociologue pour bien éclairer le problème. La procédure voudra que pour un député soit jugé, il faut procéder à la demande de levée de ses immunités. Parce que ces immunités lui protègent. Vous comprenez? La question qui se pose, est-ce que l'immunité de l'honorable Matata Ponyo a été enlevée? Vous allez me répondre que les immunités ont été enlevées. Les dossiers qu'on poursuit Matata Ponyo, ce n'est pas les dossiers du récent. C'est un dossier qui date. Et la date de prescription de l'infraction qui a été commise n'est pas forclos. Donc cela donne la latitude au tribunal, à la Cour constitutionnelle de poursuivre ces derniers. Vous voyez, les immunités ont été enlevées, bel et bien enlevées. Le dossier a été pendant au niveau de la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas, quand vous dites que la procédure est cavalière, d'autres disent que le jugement a été rendu dos à dos parce que c'est par défaut. Je ne sais pas comprendre exactement. Retenez que la procédure a été bel et bien respectée sur ce dossier Matata Ponyo. On ne peut pas procéder 2 fois pour la levée des immunités. Il y a une autre question concernant ces dossiers Matata Ponyo qui ne cessent d'emmerder beaucoup de Congolais par les têtes. Ma question est de savoir, M. Davis, est-ce qu'il y a une possibilité
d'interjeter l'appel pour faire l'opposition de l'arrêt concernant ce dossier. Est-ce qu'il y a possibilité d'interjeter l'appel pour faire l'opposition de l'arrêt? Eh ben, je pense que c'est une belle question et la réponse est non. Vous savez, le principe du double degré de génération, c'est le principe que bénéficie le paisible citoyen que nous sommes. Nous, tels que nous sommes comme ça, quand on estime que le juge a mal dit le droit, quand on estime que le jugement qui était assorti dans un tribunal X ne nous a pas plu, ne nous a pas donné la satisfaction, la loi nous donne la latitude, la possibilité d'interjeter la peine, de quitter le tribunal de paix pour saisir le tribunal de grande instance. Ce qui n'est pas le même cas avec les gens qui bénéficient des immunités. Au niveau de la Cour constitutionnelle, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables parce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est, on dit, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont rendus en première et en dernière ressort. C'est-à-dire on ne peut pas attaquer l'arrêt de la Cour constitutionnelle parce qu'au-dessus de la Cour constitutionnelle, il n'y a plus une autre cour qui est au-dessus de la Cour constitutionnelle. Et l'arrêt qui est assorti au sein de cette cour constitutionnelle, bien évidemment, ne peut pas être attaqué. Cela est protégé par ce principe de l'inattaquabilité. Donc, c'est inattaquable, les arrêts. Donc, le voie de recours, que ce soit ordinaire qu'extraordinaire, au niveau de la Cour constitutionnelle, sont inopérants. Comprenez? Donc, le bénéficiaire des immunités, le président de la République, les sénateurs, les députés, ils sont jugés en première et en dernière ressort. Même si l'arrêt a été rendu dos à dos, même si le jugement ne vous a pas apporté la satisfaction, vous n'avez pas droit d'interjeter ou de s'opposer, de se rétracter sur cette décision. Mais seulement le tribunal peut se rétracter si peut-être il y a l'erreur matérielle. Il y a une chambre, bien évidemment, au sein de la Cour constitutionnelle qui prévoit de rétracter s'il y a l'erreur matérielle, et cette erreur matérielle peut être le nom, ainsi de suite. Donc, retenez simplement que c'est impossible d'interjeter la peine. C'est pratiquement impossible, ni d'interjeter la peine, ni de faire l'opposition de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Parce que les jugements assortis au sein de cette Cour, ils sont rendus en première et en dernier ressort, et le voie de recours, que ce soit ordinaire ou extraordinaire, l'opposition ou la peine sont inopérants au niveau de la Cour constitutionnelle. Le dossier Matata Mponyo, c'est un dossier qui demande peut-être toute une journée pour les décortiquer et trouver des compromis nécessaires. Parce que d'un côté, on dit ceci, de l'autre, on dit cela. Il y a toujours des débats contradictoires entre juristes. Nous-mêmes, nous ne savons pas où est-ce que nous pouvons nous tenir. Mais la télévision, c'est le temps. Nous avons d'autres thématiques à traiter pendant cette émission. Nous ne pouvons pas rester seulement focalisés sur le dossier Matata Mponyo. Mais je pense que notre frère a essayé un peu d'éclairer l'opinion concernant cette question de Matata Mponyo. Sans plus tarder, nous allons entamer notre deuxième question qui est liée au dossier Joseph Kabila Kabange, le président honoraire des sénateurs à vie. Ma première question est de savoir, M. David, est-ce qu'il y a possibilité que Kabila soit jugé? Parce qu'aujourd'hui, il est à Goma, très bien protégé par les groupes. Est-ce qu'il y a possibilité que Kabila soit jugé? Eh bien oui, on dit que nul n'est au-dessus de la loi. Kabila, l'ex-président M. Kabila, c'était congolais comme tant d'autres. Et si peut-être il y a des infractions commises à son égard, commises dans son chef, il peut être poursuivi à tout moment. Donc il y a la possibilité que ce dernier soit poursuivi au niveau de la Cour constitutionnelle. Il est aussi
Mais certes, vrai, je pense que ces immunités ont été enlevées. Et je ne pense pas que vous allez encore dire que la procédure n'est pas respectée. Mais la procédure n'a pas été respectée, c'est ce que j'allais dire, parce que selon d'autres articles de la Constitution, comme nous allons essayer un peu de faire recours à l'article 166 qui dit que l'ancien président de la République, ces immunités peuvent être levées si et seulement si les deux chambres du Parlement se réunissent en congrès. C'est une chose que nous n'avons pas vue. Et comment est-ce qu'on a levé la procédure n'a pas été respectée? Mais je pense que ces immunités, on l'a levée en tant que sénateur à vie. Je pense que le Parlement, la Chambre haute, ils se sont réunis. Elles se sont réunies, voulais-je dire, pour procéder à cette question relative au lever des immunités de M. Président, l'ex-président Joseph Kabila. C'est ce qui a été fait. Mais il n'a pas de siège commun. La loi dit qu'il est sénateur à vie. Mais il n'est pas sénateur. C'est un sénateur à vie. Il est sénateur à La vie. différence avec lui et les autres, c'est que lui ne passera pas dans les élections. Il est sénateur jusqu'à sa mort. C'est ça le problème. Mais cela ne lui lève pas ses casquettes d'être sénateur. La casquette d'être sénateur, Kabila ne l'a pas gagné parce qu'il a été élu par les élus. Mais il l'a gagné parce qu'il a été un ancien président de la République. Et quand vous êtes ancien président de la République, vous êtes bénéficiaire des immunités qui vous couvrent. Et ces immunités, partant de la loi congolaise, ces immunités ne peuvent être levées que s'il y a congrès. Mais nous n'avons pas, et c'est une chose que nous n'avons pas vu, mais M. Kabila, ces immunités ont été levées. Maintenant, ma question est de savoir est-ce que ce n'est pas peut-être cette procédure qui a fait que M. Kabila se révolte pour directement nous lancer ces discours que les gens du PPRD appellent les discours purement politiques d'un vrai homme d'État. Et puis, un jour après le discours, M. Kabila a beau. Bon, en fait, je pense que je l'ai dit ici, de l'arbre origine de la prise de ma de l'amorce de mon argumentaire, je l'ai dit ici que les immunités ne vous font pas vivre dans le paradis judiciaire. Les immunités relatives n'est pas une cause de non-imputabilité. Le monsieur Joseph Kabila Kampala, il est accusé dans les affaires de l'Est du pays. On ne peut pas lui laisser comme ça. S'il a des griefs que le procureur général près de la Cour constitutionnelle veut que le monsieur soit comparé, il va comparaître. Le soleil s'est levé à l'est et il s'est couché à l'ouest. Les immunités de Kabila ont été enlevées. Et Kabila, s'il piétine ses pieds dans peut-être, je ne sais pas moi, Bandundu, je ne sais pas moi, l'Équateur et dans tout le reste de la province, on va mettre la main sur lui. Mais la question qui se pose, l'homme d'État qu'il est, le monsieur Kabila, pourquoi il doit aller dans cette province où il y a l'insécurité? Pourquoi seulement à Goma? Nous avons plusieurs provinces ici. Pourquoi ne pas aller peut-être à l'Équateur? Pourquoi ne pas aller à Bangui? Pourquoi ne pas aller ici au Congo central? Il est en pleine constitution. Pourquoi il faut seulement aller dans le contrée où la sécurité, dans le contrée où, dans le contrée où la souveraineté échappe de l'État congolais? Pourquoi seulement il faut aller? Et de sur quoi vous allez être en consultation avec le rebelle, le M23 et l'AFC de Corneille. Les gens qui tuent le Congolais, les gens qui sèment la terreur, et ainsi de suite, les gens qui travaillent en synergie avec le Rwanda, avec Burundi, et ainsi de suite. Pourquoi il faut collaborer avec ces gens? Donc, M. Kabila, bon, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui n'a pas l'instinct de sympathie, s'il faut dire. Peut-être qu'il n'a pas cet instinct de sympathie. Il n'a pas le souci de l'homme congolais. On tue le Congolais comme des détails. L'insécurité au sein de notre pays se laisse sentir presque dans l'étendue de l'Est.
Pourquoi lui là, quand il a même pris la parole, il n'a pas même dit oh non, nous regrettons pour le massacre qui se passe dans notre pays, et ainsi de suite, le pillage et le autres. Pourquoi il nous faut condamner? Pourquoi il nous faut évoquer cette question relative à la démocratie? Est-ce que c'est lui-là d'abord, il est démocrate? Est-ce que, soyons sérieux à nous, est-ce que lui-là, il est démocrate? La démocratie, c'est quoi? Il a cédé le pouvoir pacifiquement, une chose que nous voyons. Mais céder le pouvoir, ce n'est pas dans son propre gré. C'est la Constitution qui le demande. Nous ne sommes pas dans un État gendarme. Nous sommes dans un État de droit. Un État qui prône sur des règles. Ce n'est pas lui. Le pouvoir, ce n'est pas lui. Le pouvoir, c'est la Constitution qui l'exige. Le passation du pouvoir. Mais nous le savons, par les élections. Nous le savons tous en Afrique, quelqu'un qui détient l'armée, on ne lui pose pas de questions. Il avait l'armée, il avait la force et il pouvait aussi faire comme d'autres présidents de l'Afrique à l'effort, mais au moins il avait cédé le pouvoir. Bref, les élections devaient normalement être liées en 2016, mais il y avait eu glissement et puis nous avons voté en 2018. Mais c'est ça les irrégularités, pour vous dire tout simplement que le monsieur-là n'est pas démocrate. Un démocrate, c'est celui qui a une attention soutenue, une attention particulière sur des règles établies. C'est ça même les caractéristiques de l'homme. Mais quand vous voyez quelqu'un a toujours des procédures cavalières, vous voyez quelqu'un ne respecte pas la Constitution, et ainsi de suite. Et quand vous dites que c'est un homme d'État ou c'est un démocrate, je les touche avec les gants quant à la fiabilité de votre réflexion, pour ne pas salir mes mains. Je ne pense pas que le monsieur Kabila est un démocrate. Je ne le pense pas. Voilà même comment il a gouverné notre pays. Plupart de notre peuple ont été massacrés, vous êtes sans ignorer. Même je m'en souviens, en 2018, nous étions même là à l'Équipe. On a vu ce qu'on pouvait. De simples réclamations de faits académiques. Mais c'était, je ne sais pas, c'était comme la guerre qui oppose, je ne sais pas moi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Oui. Avec cette dame-là qui est incarcérée, son nom m'échappe. La dame-là, elle était, je ne sais pas si c'est capitaine ou une histoire de Karine. On doit tirer sur les étudiants comme ça. Nous, on a vu ce qu'on pouvait voir sous le régime de M. Kabila. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu sous le régime de M. Kabila? Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Le droit bafoué. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Des arrestations arbitraires. Vous ne pouvez pas passer dans des chaînes télévisées pour contredire le pouvoir de M. Joseph Kabila. Des arrestations par-ci par-là. Et c'est celui-là que vous voulez nous dire aujourd'hui que c'est un démocrate. C'est celui-là qui nous veut aujourd'hui prêcher de bonnes valeurs. Je ne pense pas. Donc, il doit se taire. Le monsieur Kabila doit se taire. D'ailleurs, s'il était intelligent, il devait peut-être promouvoir les autres sur son parti politique, promouvoir peut-être les autres qui ont des potentialités pour servir le pays. Il devait rester les Bochab et les autres. Lui là, il devait croiser les bras. Il devait rester comme l'homme sage au sein de notre pays parce qu'il a l'expérience. Il était président pendant longtemps au sein de notre pays. Mais les gens disent que c'est le pouvoir en place qui a fait entrer Kabila en Roger parce qu'il a laissé la balle dans l'air franc, mais il n'arrive pas à bien gouverner. Voilà pourquoi aujourd'hui la population commence à réclamer Kabila et ils disent que non, la souffrance à l'époque de Kabila n'était pas comme ça. Aujourd'hui, la souffrance a atteint son paroxysme. Donc, quelque part, c'est les compétences du pouvoir en place qui a fait entrer Kabila encore. Attendez, pardon. Vous savez, c'est cette question. Vous aussi, on ne vous pose pas la question. Nous réfléchissons à ça. Raisonnons par l'absence qu'il faut. Vous savez, tout ce que nous sommes en train ici, c'est ce que Kabila et ses militants, quand je dis des militants, des gens qui lui ont entouré, nous ont aidés. Parlons par exemple sur l'inflation monétaire, sur le dollar. Parlons peut-être sur l'inflation monétaire. Savez-vous que nous subissons la procédure de messieurs Matata Pone et Adolphe Fouchi, la procédure qu'ils entamaient sur le billetage. Donc, Bazo soit franc congolais,
bazo multiplier yango ebele et bazo tient na marché. Et quand il y a une surabondance de monnaie locale au niveau du marché, ainsi de suite, directement la monnaie étrangère s'enflamme. La première des choses. La deuxième des choses, je vous donne cet exemple, la deuxième des choses, le dollar s'enflamme. Pourquoi? Il y a l'inflation monétaire, l'inflation dollar. Pourquoi? Parce qu'on n'exporte pas. Le monsieur Kabila, pendant les temps qu'il a fait, quelles sont les usines qu'il a laissées dans notre pays? Tout ce qu'il avait trouvé, il les a détruits. On n'exporte pas. Quand vous faites l'exportation, quand vous avez des usines et vous exportez vos matières, je ne sais pas moi, il y a ce qu'on appelle la rentrée de la devise. Directement, même votre économie s'augmente. Vous voyez des histoires comme ça. Mais le monsieur Kabila, il nous a laissé quoi? Donc nous subissons ce que lui, il nous a dit. Donc en tout cas, il ne faut même pas parler de celui. Essayez un peu de nous comprendre que la télévision c'est l'État. On est déjà en train de nous faire style derrière la caméra. Et nous avons consommé toutes nos minutes et nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas achever notre émission sans pour autant donner un dernier mot à notre compatriote, M. David Kubanza, qui nous a fait plaisir et qui nous a révélé beaucoup de choses que plusieurs ignoraient. M. David Kubanza, la caméra est là. Adressez-vous à la nation congolaise en 1 minute. Merci beaucoup. Je tiens à dire ceci à la population congolaise. La République démocratique du Congo, c'est notre pays à tous. La République démocratique du Congo, c'est un res communes, un bien qui nous appartient tous. La République démocratique du Congo n'appartient pas à M. Kabila, n'appartient pas à M. Le président actuel, que je rends hommage, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République démocratique du Congo n'appartient pas à qui que ce soit. La République démocratique du Congo nous appartient tous. C'est un bien qui nous est légué par nos aïeux. Et à la jeunesse congolaise, réunissons-nous, réveillons notre conscience, travaillons pour notre pays, abolissons toutes pratiques qui ne sont pas rationnelles, de pratiques irrationnelles. Mais faisons en sorte que nous puissions prendre les choses en main, faisons en sorte que nous puissions propulser notre pays, apporter un nouveau vent dans la scène politique au sein de notre pays. Parce que nos prédécesseurs, ils ont lamentablement échoué. Et c'est à nous, c'est notre tour de prendre les choses en main. J'en appelle à la conscience de la génération 4, les jeunes de la génération 4, de nous unir ensemble, c'est possible, pour que nous puissions apporter un nouveau vent. Et en génération 4, que nous puissions acquérir le pouvoir et le conserver pendant longtemps possible. Merci beaucoup, monsieur David Kubanza. Comme vous le comprenez, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, malgré que la majorité de la jeunesse ou de la population, de la jeunesse congolaise est en perdition, mais il y a des jeunes qui pensent et qui croient au développement de notre pays. Il y a des jeunes qui ont quelque chose à donner pour la progression, l'avancement de notre pays. Voilà d'ailleurs pourquoi nous avons créé cette émission, pour mettre tous ces jeunes sous les projecteurs afin qu'ils puissent éclairer l'opinion, dégager ce qu'ils cachent. Nous ne pouvons pas chuter et finir cette émission sans pour autant remercier les personnes qui nous aident. Là, je vois la sénatrice Anne Boumouge, je vois le secrétaire général du parti politique Génération 4, M. Bénédicte Lolobi, et je vois le président du parti politique Génération 4, M. Gaston Fumu Chamba. Portez-vous bien. Ciao. Et M. Gass, je voulais aussi remercier parce que vous avez parlé sur
l'honorable Ennemi. En tout cas, je le remercie pour cette considération et pour cette grande responsabilité qui nous est confiée. Et je remercie également le président Ousmane, qui est notre père fédéral de Tchad. Je le remercie aussi pour cette nomination, pour cette forte responsabilité qui nous est confiée. En tout cas, je le dis un grand merci. Je le remercie également. Merci beaucoup, M. David Koudekoubanza. Portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Merci.